bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, petite question, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Et maintenant, si vous avez dit que vous en aviez un, comment vous réagiriez si jamais une personne lui faisait du mal? Pas très bien, je suppose. Beaucoup, je pense, rentrent dans la violence extrême. C'est mon cas. Si quelqu'un touche à mon chat, cette personne sera déjà morte. Et en plus de ça, il restera rien pour l'enterrer. C'est radical, mais je pense que les propriétaires d'animaux sont tous comme ça. Et beaucoup de personnes, à raison, aiment les animaux. En même temps, ils sont adorables. Ils ne demandent qu'à vivre. Et il y a une autre espèce qui s'est dit qu'ils allaient interférer dans tout ça. Cette espèce, c'est nous, les humains. On est ceux qui leur donnent énormément d'amour, mais certains sont aussi leurs plus grandes menaces. Et justement, ça va être ça le sujet de la vidéo, ça va être quelque chose qui peut être dur, parce que vraiment on va parler de plusieurs actes ignobles réalisés à l'encontre des animaux. Cette vidéo, je l'ai imaginée parce qu'une fois je me baladais sur TikTok et je suis tombé sur une histoire que je ne comprenais pas vraiment, donc j'ai fait des recherches. L'histoire est affreuse. On en parlera dans la vidéo parce que c'est elle qui m'a concrètement lancé sur ce sujet-là. Et la vidéo va être découpée en deux parties. La première, ça va être des cas où des êtres humains sont cruels envers des animaux, mais surtout pour gagner de l'argent, plutôt pour un côté business. Et l'autre partie de la vidéo, ce sont des cas où là par contre les êtres humains sont aussi cruels uniquement par envie ou par plaisir. J'espère que vous êtes bien installés. Prenez votre chat, votre chien, votre animal avec vous pour le caresser en même temps, parce que vous en aurez besoin. En Chine, il y a des vendeurs qui commercialisent depuis des années un genre de porte-clés très macabre, très glauque. On ne l'imagine pas quand on le voit, mais quand on sait quelles sont les conséquences, là ça devient très problématique. Les porte-clés sont en fait des sortes de petits sacs où à l'intérieur il y a des animaux vivants, des tortues, des poissons, des salamandres. Et derrière cette apparence qui pourrait sembler un peu ludique ou un peu exotique, il y a une horreur qui se cache. Parce que ceux qui vendent ces porte-clés vont dire que ce sont des porte-clés porte-bonheur, alors qu'en fait, c'est plutôt des chambres de torture miniatures. Bien sûr, les animaux n'ont aucun moyen de s'enfuir de la petite poche, à moins qu'on les en libère, et dans la poche, il y a un liquide qui est parfois coloré. Sauf que ce liquide est censé être composé de nutriments et d'oxygène pour que les animaux puissent survivre enfermés dans la poche. C'est censé leur apporter tout ce dont leur corps a besoin, bien qu'ils soient complètement immobiles dans le sac, ils sont compressés, ils peuvent pas bouger. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quelques jours à peine, tout ce qu'il y a dans le liquide est consommé par les animaux, et donc en 2-3 jours, il n'y a plus rien. Donc dans les faits, une fois que les nutriments sont consommés, les animaux meurent à petit feu d'asphyxie. Leur agonie dure quelques jours, et elle est extrêmement lente, mais très douloureuse. Cette affaire a été révélée en 2011 par CNN et ça a profondément choqué. Inutile de le dire pourquoi, bien sûr qu'enfermer un animal dans un sac plastique pour en faire un porte-clés, c'est choquant. Et ça a démontré que dans certains pays, alors ça c'est un secret encore une fois pour personne, c'est démontré ce qui est su par tous, que les animaux, certains animaux dans certains pays sont traités en fait que comme des objets de consommation et leur vie n'a aucune valeur. On les vend pour en faire des porte-clés et le problème d'un côté ce sont les personnes qui vendent ces objets, mais aussi ceux qui les achètent. Certains achètent certes pour libérer les animaux, mais généralement les animaux ne survivent pas plus longtemps même s'ils sont libérés parce qu'ils finissent entre les mains de personnes qui n'étaient pas préparées à avoir une tortue ou quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'en Chine et au Vietnam, le fameux virus qui a fait tant de mal à la planète il y a maintenant quelques années a ravivé certaines peurs. Et donc, a remis au goût du jour certaines croyances de ces pays. La peur, c'était tout simplement celle de tomber malade, et les croyances, c'était celle de trouver un remède miracle pour à peu près tout. Et il y avait quelque chose qui était apparemment réputé pour soigner les maladies ou redonner une certaine fougue intime. Cette chose, c'était la bile d'ours. Quelque chose qui se vendait très bien, très cher, et bien sûr au détriment des ours eux-mêmes qui étaient sacrifiés. Parce que cette histoire de bile d'ours qui est censée soigner à peu près tout, c'est en fait un énorme mensonge. Concrètement, la bile d'ours n'a que des effets placebo. On pense que ça va nous guérir, donc automatiquement le corps va agir pour essayer d'éliminer les maladies. Alors bien sûr, pas tout ce qui est incurable, etc. Mais par exemple, un petit mal de tête, ce genre de choses. Donc, des ours ont été sacrifiés
uniquement pour un mythe. Un mythe qui est bien entretenu parce que en Chine, cette exploitation est quasiment devenue une exploitation industrielle, parfois même soutenue par le ministère de la Santé sur place. Et les ours qui sont eux attaqués pour ce fameux produit sont des ours parfois en voie de disparition. Et ceux qui exploitent justement tout ce business-là font face à un problème. Le problème, c'est que les ours qui sont en captivité ne se reproduisent pas. À cause de l'anxiété, du stress, eh bien ceux qui exploitent ce fameux business, les pauvres dis donc, doivent faire appel à des braconniers pour aller directement dans la nature et capturer des oursons. Et pendant la capture, il n'est pas inhabituel que les braconniers tuent la mère de l'ourson. Après cela, les oursons sont mis en cage et sont élevés pour ensuite qu'on prélève sur eux le fameux produit qui ne sert absolument à rien. Et en quoi ce fameux prélèvement consistait? Les ours, déjà, étaient élevés en captivité jusqu'à ce qu'ils atteignent un âge où on pouvait prélever le fameux produit. Ils étaient drogués, mais pas assez pour être pleinement endormis. Ensuite, on leur perforait l'abdomen et on plongeait dans leur corps une aiguille de 20 cm. Les opérations n'avaient aucune hygiène. Il n'y avait aucune anesthésie, donc l'ours ressentait absolument tout. Et on faisait ces prélèvements 4 fois par an, ce qui était très mauvais pour la santé de ces animaux, ce qui les tuait donc à petit feu. Et ces mêmes ours, de temps en temps, pendant qu'ils dormaient, on venait aussi leur trancher une patte pour les vendre. Et au final, une fois que ces ours étaient considérés comme plus utilisables, plus exploitables, ils étaient envoyés à un abattoir pour qu'on puisse récupérer leur chair qui était aussi convoitée. Heureusement, au fil des années, cette pratique a commencé à se diminuer, surtout au Vietnam. Le Vietnam s'est engagé à mettre fin à cette pratique de torture pure et dure. Mais justement, avec le fameux virus qui nous a frappé nous récemment, la Chine, elle, plutôt que de faire un pas en avant comme le Vietnam, recule en commençant à se remettre à ce genre de pratique. Parce qu'il y avait là-bas une pensée commune, comme quoi la fameuse bile d'ours permettait de combattre le virus qui nous avait frappé. Alors que, je le répète et ça a été prouvé, ça ne soigne même pas un mal de tête, même pas un rhume, c'est vraiment qu'un placebo, ça ne sert absolument à rien. Sur l'île de la Réunion, il y a plusieurs chats qui sont parfois retrouvés avec un hameçon planté dans la bouche. Parfois, c'est un acte de cruauté vraiment très simple, juste torturer. L'idée, c'est juste faire du mal à un animal, mais parfois, c'est utilisé dans d'autres circonstances, c'est que ces chats et même des chiens de temps en temps sont utilisés pour pouvoir faire de la pêche, pas aux poissons naturellement, mais aux requins. Ces sortes de pêcheurs plantent le hameçon dans la bouche de l'animal, ce qui est évidemment extrêmement douloureux, et ensuite il est plongé dans l'eau. Je viens d'en avoir des frissons. L'animal va se vider petit à petit de son sang, et c'est censé attirer les requins. Bien sûr, pour l'animal, il est impossible de se débattre, ça lui demande une force de traction qu'il ne peut pas avoir, sachant qu'il est déjà affaibli par l'hameçon. Chaque mouvement est atroce et dans la panique, bien sûr, il gigote, donc en fait, en paniquant, l'animal va accélérer son propre décès. Quand cette pratique s'est fait connaître, bien sûr, plein d'associations en faveur de la protection animalière se sont mises sur ce genre de cas, et ça a été pris très au sérieux par le gouvernement, et cette pratique a été classée comme étant de la cruauté envers les animaux, donc quelque chose de condamnable. Et ça, c'est le genre de pratique qui apparemment, sur les dom-toms, se fait régulièrement. Il y a aussi ces fameux chiens qui sont utilisés concrètement comme des sonnettes. Leur chaîne ne fait même pas 1 mètre, donc ils ne peuvent quasiment pas bouger, et ils sont très peu nourris. Leur seul but, pour leurs propriétaires, c'est d'aboyer quand quelqu'un approche, d'où le terme les chiens sonnettes. C'est abominable de voir ce qui est réalisé sur ces animaux, détail qui m'a énervé et qui va sûrement vous énerver aussi, parce que ça fait un peu du lien avec la question que je vous ai posée en début de vidéo. Vous savez, les fameux chats qui étaient servis comme appât pour la pêche aux requins, c'était pas nécessairement que des chats errants. C'était plus que probable que parfois, les chats qui étaient utilisés, c'était des chats qui se baladaient mais qui appartenaient à quelqu'un qui avait une famille. Donc c'est comme si vous, votre chat par exemple, a l'habitude de sortir. C'est le cas par exemple pour les chats de ma mère, et ils ne reviennent pas parce que quelqu'un en a attrapé un, lui a mis un hameçon et l'a lancé dans l'océan, la mer, peu importe, pour pouvoir pêcher. Quelqu'un fait ça à mon chat, cette personne elle pêchera plus jamais de sa vie, et même elle ne fera plus jamais rien de sa vie parce qu'elle sera morte et personne ne saura où elle est. Et si je pousse le sadisme encore, je mettrai un hameçon dans la tête de cette personne pour la donner à bouffer au requin et qu'elle comprenne ce que ça fait. Là c'est vraiment le papa chat qui parle, mais je pense que même en faisant quelque chose comme ça, c'est pas encore satisfaisant parce que tu peux pas rendre ce que la personne a fait à ton chat en fait. Enfin à ton animal, si on parle dans un sens plus large.
Là, on va parler du cas justement que j'avais vu sur TikTok, le fameux cas qui m'a donné envie de faire cette vidéo. À Bornéo, il y a quelque chose qui était fait dans le secret, mais qui était d'un autre côté très connu par des habitués, qui a fait scandale et à juste titre. Il y a une femme qui gérait une sorte de maison close, donc un endroit où des hommes pouvaient aller pour avoir des relations intimes. Et bien cette femme, cette gérante, a mis à disposition d'hommes un orang-outan pour qu'ils l'utilisent afin d'avoir des relations intimes. Je vous laisse quelques instants histoire de digérer un peu l'information. Une femme a clairement prostitué un orang-outan, une femelle. Et des hommes allaient dans cette maison close, spécifiquement parfois pour avoir des relations intimes avec cet animal. Cet orang-outan se nomme Pony. Au moment de sa découverte, elle était âgée de 12 ans. Et pendant des années, ce pauvre animal était enchaîné à un lit. Elle était rasée, lavée, même maquillée et couverte de parfum, avec parfois du rouge à lèvres. Tout ça dans un but de la rendre plus humaine, afin de satisfaire les clients. Mais à ce moment-là, pourquoi les clients n'allaient directement pas voir des femmes? Bizarre. Quand Pony a été découverte, tout de suite, c'était évident qu'elle avait été maltraitée. Elle avait plein de traces sur le corps à cause des piqûres de moustiques. Il y avait des traces qui indiquaient clairement qu'elle avait subi des sévices, des humiliations. Cet animal avait clairement été transformé comme une poupée gonflable vivante pour des hommes qui, on peut être d'accord là-dessus, étaient extrêmement malsains. Et quand ça a été découvert, ça a été très compliqué d'arracher cet animal à sa propriétaire. Ça a pris 1 an. Et c'est avec l'intervention de 35 policiers armés que là, l'animal a pu être retiré de cette fameuse maison close et sa propriétaire ne voulait pas la laisser. C'était sa propriété. D'ailleurs, elle disait souvent « Vous n'avez pas le droit de prendre mon bébé ». Elle semble apprécier cet animal, mais d'un autre côté, elle lui fait subir une vie d'esclavagisme. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Heureusement, Pony a pu être en charge avec des vétérinaires. Elle a pu être soignée par rapport aux infections qu'elle pouvait avoir. Elle a été placée dans un refuge pour les orang-outans qui ont été victimes de maltraitance et une énorme enquête a été lancée révélant qu'en fait en Thaïlande, c'était pas si inhabituel que ça que des singes, des orang-outans, soient exploités, notamment dans des maisons closes ou alors utilisés dans des cirques ou pour faire des spectacles assez sordides bien sûr. Et ces animaux étaient capturés à l'état sauvage par des braconniers puis ensuite revendus au marché noir. Il y a une pétition sur internet qui vise à stopper l'utilisation des orang-outans, notamment et surtout pour les choses que je vous ai citées. Aujourd'hui, elle a atteint plus de 33 000 signatures, donc si vous souhaitez vous aussi participer à ça, je vous mettrai le lien dans la description. Après, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui permet de faire vraiment avancer l'aide pour ce genre de situation, je ne sais pas, mais je vous le mets au moins si vous voulez le faire, vous l'avez directement. En Indonésie, il y a une horreur absolue. Là, si vous avez un chien et un chat, c'est le moment de le caresser. Chaque année, là-bas, des millions de chiens et de chats sont volés à leur famille. On ne parle pas là que d'animaux errants. Et ils sont jetés soit dans des cages, soit dans des sacs où ils ne peuvent pas vraiment respirer, puis transportés. Pendant le transport, aucune nourriture, aucun moyen de boire. Donc beaucoup d'animaux décèdent pendant ce transport et ils sont acheminés vers des abattoirs ou des marchés à travers le pays. Évidemment, il y a un risque sanitaire absolu parce que certains animaux tombent malades et le but de ce fameux commerce, c'est de vendre la viande de ces animaux parce que selon les chiffres que j'ai pu trouver, est-ce qu'ils sont vrais ou pas, je ne sais pas, il y aurait 7% de la population indonésienne qui consommerait de la viande de chien ou de chat. Et dans certaines provinces de l'Indonésie, il y a des marchés traditionnels qui sont plus en soi une sorte de théâtre de la cruauté animale. Chaque semaine, des dizaines de milliers d'animaux sont vendus, dont énormément de chiens et de chats qui sont brûlés vifs afin que leur pelage soit réduit en cendres et qu'ensuite on puisse en vendre les morceaux. L'organisation 4 pattes s'est rendue sur place pour pouvoir voir cette horreur de leurs propres yeux et ils expliquent un spectacle insoutenable à voir. Des chats et des chiens étaient entassés dans des cages, tremblants. Ils regardaient avec terreur ceux qui étaient dans les cages avec eux se faire attraper avec une pince, frappés à l'aide d'une barre métallique. Et ensuite, ces pauvres bêtes étaient brûlées au chalumeau. Et beaucoup, au moment de l'utilisation du chalumeau, étaient encore à moitié conscients. Et tout ça, ça se faisait en pleine rue, devant les yeux de tout le monde. Les membres de l'organisation 4 pattes ont été choqués, ils sentaient l'odeur de la chair brûlée, les hurlements des animaux. Naturellement, ces personnes ont été marquées à vie par l'expérience qu'ils avaient vécue. Heureusement, l'intervention de cette organisation, la fameuse organisation 4 pattes,
a pu interpeller le gouvernement indonésien qui s'est engagé à réguler ce marché pour finalement l'interdire. Pas le marché où il s'est passé les horreurs, mais concrètement le business de la viande de chiens et de chats. Un engagement qui a été concrétisé en soi par un règlement ministériel qui concrètement interdit la vente d'animaux exotiques à des fins alimentaires. Viande exotique qui veut dire la viande d'animaux domestiques, pas des animaux de ferme comme du bétail ou ce genre de choses. Même si il est possible qu'à l'avenir ça puisse aussi arriver un jour, qui sait. En Thaïlande, il y a des singes qui sont vraiment réduits en esclavage pour récupérer des noix de coco. Ces singes sont enchaînés et leur but est de grimper en haut des arbres pour récolter des noix de coco. Selon les statistiques, ils arriveraient à récupérer 1000 noix de coco par jour contre 80 pour un humain. Donc effectivement, d'un point de vue de productivité, c'est bien mieux, mais est-ce que ça vaut le coup de torturer des animaux pour ça ? Je ne suis pas sûr. Ces animaux étaient souvent capturés bébés et on les mettait dans une sorte d'école pour singes, concrètement pour les dresser à faire cette fameuse chasse à la noix de coco. Ils étaient aussi dressés pour pouvoir divertir des touristes. Ils étaient dressés pour faire du vélo ou jouer au basket. Et pendant le dressage, bien sûr, on ne les traitait pas vraiment bien. On parle encore une fois pour changer de torture. Tout ça pour dire que les singes ne travaillaient pas ou ne divertissaient pas seulement par gaieté de cœur, mais surtout parce qu'ils avaient peur de se prendre un coup de bâton derrière si ils ne le faisaient pas. Heureusement, quand tout ça s'est su, il y a beaucoup d'enseignes, notamment au Royaume-Uni, qui ont décidé d'arrêter de commercialiser des produits issus d'une des productions de ces fameuses fermes qui maltraitaient les singes. Et d'ailleurs, beaucoup d'articles produits par ces fameuses fermes ont été carrément retirés des stocks. En Amérique du Sud et en Islande, des milliers de juments étaient exploités dans ce qu'on appelle des fermes à sang. Des endroits synonymes de cruauté extrême qui avaient pour but de prélever énormément de sang aux juments pour en extraire une hormone de fertilité. Une hormone de fertilité qui pouvait être appliquée sur d'autres animaux afin de synchroniser les ovulations et donc favoriser des naissances à contre-saison. Quelque chose qui a été utilisé, y compris en France. Des associations se sont intéressées à ces cas de ferme à sang et ils se sont rendus compte que les pratiques étaient intolérables. Les juments étaient enchaînés, frappés, que ce soit à coups de barre de fer ou de bâton, afin d'être poussés dans des box qui étaient bien trop étroits pour elles. Ensuite, leur tête était attachée à la verticale, ce qui leur causait énormément de douleur au niveau des cervicales. Le stress, n'en parlons pas. Ensuite, une énorme seringue était plantée dans leur veine jugulaire et on leur retirait 5 litres de sang. Et ça, par semaine pendant 2 ou 3 mois d'affilée, c'est-à-dire 15% de leur volume sanguin. Et les opérations étaient faites sur des juments qui devaient mettre bas à un moment donné, des juments qui attendaient, j'allais dire un enfant, mais oui, un petit. Et au bout du 100e ou du 120e jour de gestation, on les faisait avorter. Le but, c'était de les réinséminer rapidement pour qu'elles reproduisent l'hormone qui devait être prélevée, et les avortements se faisaient bien sûr à chaque fois dans la douleur, soit par médicaments, soit ils étaient directement pratiqués à la main. Et donc, on faisait ce genre de choses pendant 3 à 7 ans. Sur les juments tant qu'elles pouvaient le faire, et une fois qu'elles étaient plus utilisées pour ce genre d'événements cruels, on les envoyait à l'abattoir. Pour celles qui ont réussi à survivre à ces événements, parce que beaucoup mouraient d'infection ou alors de détresse, et il faut savoir que nous en France, en 2017, on a importé pour 5 millions de dollars de ce produit. Et en 2022, on était le seul pays de l'Union européenne à en importer encore. Et c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. 300 grammes, ça vaut 4 millions de dollars. Donc, l'association Well Farm souhaite bien sûr l'interdiction de la production de ce genre de produit, au vu de la souffrance atroce que ça fait subir aux juments. Ils veulent aussi l'arrêt de l'importation, parce que sans acheteurs, il n'y aurait évidemment plus de producteurs. Et ce qui est souhaité, c'est simple, c'est parce que les juments sont exploités pour le faire, alors qu'il y aurait des alternatives beaucoup plus saines qui pourraient être envisagées afin de récupérer cette fameuse hormone. C'est-à-dire de stimuler par exemple les chaleurs des femelles en utilisant des méthodes zootechniques plutôt simples, comme regrouper les femelles en période reproductive et les placer tout simplement à proximité de mâles pour avoir un cycle naturel et pas créer des inséminations et faire des grossesses artificielles concrètement. Ou alors, si on veut plutôt partir sur une alternative scientifique, des recherches sont aussi réalisées afin de créer une alternative à l'hormone qui est recherchée, mais cette fois-ci
quelque chose de plus synthétique. Là, je vous ai parlé de plusieurs cas de cruauté envers les animaux qui sont plutôt d'un point de vue business. C'est généralement pour faire de l'argent ou vendre des choses. Je pourrais vous parler de beaucoup plus de cas parce qu'il y en a énormément, mais si je le faisais, je pense que la vidéo ne s'arrêterait jamais à tel point il y en a. On a vu qu'il y avait des cas qui étaient un peu plus secrets. Et ces cas-là n'ont pas été cherchés à être rendus secrets, c'est juste que ce n'était pas quelque chose de connu. Et il y a d'autres éléments qui, eux, eh bien, sont plus, entre guillemets, officiels, parce qu'il y a des cas de cruauté concernant des produits qui sont importés dans certains pays, donc qui sont normalement régulés par des lois. Des abus sont réalisés, donc les lois sont adaptées, etc. Maintenant, je vais vous parler de cas de cruauté envers les animaux qui ont été réalisés par pur plaisir. On va commencer avec une affaire qui a glacé le sang de toute une ville. Entre le 18 mai et le 11 juin 2009, une série de découvertes macabres a semé la panique dans plusieurs quartiers résidentiels de Miami. Des corps sans vie de chats mutilés sont retrouvés dans des jardins et souvent même aux portes des propriétaires. Donc une personne pouvait se lever le matin, ouvrir la porte de sa maison pour aller chercher le journal ou quelque chose comme ça et retrouver devant lui le corps de son chat sans vie, complètement méconnaissable. Évidemment que les découvertes étaient atroces, il manquait parfois même des membres à l'animal, donc la police a été contactée pour enquêter sur ce fameux tueur de chats. Et c'est le 15 juin, donc quelques jours après la fameuse période de massacre, que la police arrête un homme, Tyler Weinman, un jeune homme pourtant âgé de 18 ans, qui a été identifié comme le principal suspect. Ce jeune homme a été accusé d'avoir ôté la vie à 18 chats en l'espace de quelques semaines. Il a finalement été identifié comme le responsable de ces actes atroces, et un détail dérangeant vis-à-vis de cette histoire, c'est qu'il a essayé de se dissimuler, de couvrir ses traces. Et pour ce faire, il s'est caché au sein de la communauté qui essayait de le démasquer. Il s'était inscrit dans un groupe sur Facebook qui s'appelait « Attrapons le tueur de chats ». Et puis il y réagissait. Il commentait les publications des propriétaires de chats qui étaient complètement dévastés, comme si il avait ce côté sadique de voir les réactions des personnes à qui il a fait du mal. Pour les enquêteurs, c'est sûr, il n'a pas pris des chats au hasard, il a vraiment planifié chacun de ces actes abominables. Et ce qu'il attendait, c'était provoquer de fortes réactions émotionnelles auprès de ses victimes entre guillemets secondaires, c'est-à-dire les propriétaires des chats. Naturellement, il a été décelé qu'il avait des problèmes psychiatriques, ça tombe sous le sens, mais tout le monde a pu être enfin rassuré de se dire que ce fameux tueur de chats était derrière les barreaux. Nouvelle affaire, nouveau carnage. Dans la nuit du 3 septembre 2024, un peu avant 3h30 du matin, le bureau du shérif du comté de Monterey, en Californie, reçoit énormément d'appels concernant des coups de feu qui sont entendus. Les autorités se précipitent donc tout de suite sur place et en arrivant, ils tombent devant concrètement un massacre qui les surprend et qui laissera une marque complètement indélébile pour le reste de leur vie. Il y avait là un homme, Vicente Arroyo, âgé de 39 ans, qui était au milieu de plein de corps d'animaux sans vie. Des animaux de tout type, des chèvres, des poules, des oiseaux, des chevaux. Au total, il aurait mis fin à la vie de 81 animaux. Cet homme vivait à proximité du terrain privé où il y avait toutes ces bêtes qui vivaient paisiblement. Lui vivait dans un camping-car et quand les autorités ont fouillé le camping-car, ils ont trouvé là un véritable arsenal. Cet homme aurait pu livrer une guerre à lui tout seul. Fusil d'assaut, plus 8 armes à feu ont été saisies, avec au total 2000 munitions de calibres variés. Concrètement, les autorités décrivent leur découverte comme une cage de guerre en zone rurale. Naturellement, cet homme a été inculpé pour cruauté envers les animaux. Et on parle là de cruauté extrême, possession illégale d'armes à feu, enfin en tout cas il a eu plein de chefs d'inculpation. Et quand il a été jugé, il a plaidé non coupable. Alors qu'au moment où les autorités sont arrivées sur place, ils l'ont pris sur le fait, c'est-à-dire qu'il allait abattre un 82e animal, et non coupable. Selon l'avocat de cette personne complètement détestable, on est d'accord, sa famille aurait tenté de prévenir qu'il avait des problèmes psychologiques. Et d'ailleurs, cette même famille aurait tenté de prévenir les autorités, malheureusement en vain. Donc le juge a ordonné une évaluation psychiatrique de cet homme, mais peu importe les résultats de cette évaluation psychologique, il a été responsable du cas de cruauté animale, le plus atroce jamais enregistré dans
le comté où ça s'est produit. Après, cet événement a amené une autre question. Comment un homme avec une telle détresse mentale a pu obtenir un tel arsenal? Parce que certes, là, il s'en est pris dans un terrain privé à des animaux, mais il aurait pu aller dans un autre endroit. Un endroit où malheureusement il y a déjà eu des drames aux États-Unis, comme par exemple une école. Donc la question qui se pose aussi, c'est si cet homme n'avait pas été arrêté à ce moment-là, jusqu'où il aurait pu aller? Eric Clinton Kirk Newman est né dans l'Ontario et il a vécu dans un environnement familial chaotique. Son père était schizophrène et alcoolique et sa grand-mère était quelqu'un de tyrannique. Rapidement, le jeune homme aussi a été décrit comme quelqu'un de schizophrène et il a développé une obsession, l'obsession pour son apparence. Il a fait beaucoup de chirurgie esthétique, il a changé légalement son nom en 2006, passant de Eric Clinton Kirk Newman à celui de Luca Magnotta. Mais avant ces changements, déjà en 2003, il a commencé à travailler comme escorte, mannequin, danseur, et son objectif était simple, il voulait devenir célèbre. Il s'est dit d'abord qu'il allait se lancer dans les films pour adultes, pour des personnes homosexuelles, mais il n'a pas connu un énorme succès. Donc, étant narcissique, mais aussi mythomane, il a essayé de se faire connaître d'une manière assez originale, faut l'admettre. Il créait plein de faux comptes pour parler de lui, pour faire comme s'il était quelqu'un. Il s'invente des liaisons avec des criminels connus, parfois il se présente comme une victime, parfois comme une star qui a un passé trouble, enfin vraiment, c'est une personne qui ne sait pas vraiment qui il est et qui cherche à bâtir une identité qui va attirer l'œil du public. Et c'est en 2010 qu'il va tenter une nouvelle méthode pour qu'on fasse parler de lui. Il poste plusieurs vidéos qui changent radicalement de ce qu'il pouvait faire avant. Dans la première vidéo qu'il a postée, on le voit enfermer un chaton dans un sac plastique, puis aspirer l'air du fameux sac plastique à l'aide d'un aspirateur, laissant ensuite le chaton manquer d'oxygène jusqu'à ce qu'il perde la vie. C'est affreux, mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Deuxième vidéo, il décide de s'en prendre encore une fois à un chaton. Voici, il le noie. Troisième vidéo, tout aussi problématique, il donne un chaton vivant à manger à un python. Les vidéos sont insoutenables. Elles circulent d'abord sur le dark web, puis sont ensuite diffusées sur le internet classique. Et tout de suite, ces vidéos tombent sous les yeux de certains activistes. Une enquête massive d'internautes est lancée afin de retrouver ce tortionnaire de chats, ce tueur de chats. Les autorités ne semblent pas encore vouloir agir. Et une fois que cet individu a pu être en quelque sorte identifié, un blog qu'il rédigeait a pu être trouvé, où là cette fois-ci il disait que bien qu'il avait agi de manière extrêmement cruelle face à des animaux, il était prêt maintenant à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à un humain. Et c'est le 25 mai 2012 que son ambition devient réalité. Ce Luca Magnotta met en ligne une vidéo extrêmement sanglante, très dérangeante, où il montre un jeune homme ligoté, avec des traces de coupures sur le corps. Il y a clairement aussi des traces de découpe, mais également d'abus intimes. Cette personne attachée, c'était Jun Lin, un étudiant de nationalité chinoise installé à Montréal. Dans la vidéo macabre de cet étudiant, on ne voit pas Luca Magnotta lui ôter la vie. Dans la vidéo, l'étudiant est déjà sans vie, mais on voit Luca Magnotta réaliser différentes sévices sur son corps. Quelques jours après la diffusion de cette vidéo, on retrouve le haut du corps de la victime dans une valise abandonnée. Puis d'autres parties du corps sont retrouvées car elles ont été envoyées par colis auprès de certains partis politiques. D'autres encore sont envoyées directement à des écoles. Donc là je vous dis tout de suite quelque chose. Le truc avec ce Luca Magnotta, c'est qu'il ne faut pas lui chercher, j'allais dire une excuse, mais il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi il a fait ça. Il n'y a aucune raison de pourquoi il a envoyé ça à une école, de pourquoi il a fait ça, de pourquoi il a torturé des chatons, à part le fait de vouloir être célèbre. Mais il n'y a pas plus loin que ça à aller chercher. Bien sûr, là les autorités se mettent à agir. Il est recherché, donc avec un faux passeport, Luca Magnotta part d'abord à Paris. Il se cache d'abord à Clichy, puis à Bagnolet, et ensuite il prend un bus jusqu'à Berlin. Et là, coup du sort. Lui qui voulait être célèbre, l'est devenu, mais c'est sa célébrité qui va permettre de localiser, parce qu'il était dans un cybercafé en train de regarder des articles qui parlaient de lui, que quelqu'un présent l'a vu. Et c'était pas compliqué de faire le lien. Donc, la police allemande est contactée, Luca Magnotta est arrêté bien gentiment, il n'a pas résisté, et
il ne montrait absolument aucun regret sur ce qui s'est passé. Quand il a été attrapé, il a juste dit « Ah, vous m'avez eu ». Il a été extradé au Canada, il a été diagnostiqué encore schizophrène, paranoïde, mais heureusement, il a quand même été aussi déclaré pénalement responsable de ses actes. C'est en décembre 2014 qu'il a finalement été reconnu coupable concernant tout ce qu'il a fait de l'étudiant chinois, mais par contre jamais il n'a été accusé par rapport à ce qu'il a fait au chaton, alors que moi personnellement je lui aurais mis un petit truc en plus. Il a été condamné à la prison à vie heureusement, avec possibilité de libération à 25 ans, mais ce qui est dégueulasse dans cette histoire, et ce qui est vraiment, je trouve, affreux ici, c'est que malgré tout ce qu'il a fait, il y a quand même des personnes qui sont fascinées par lui, parce qu'il a des admiratrices. Il s'est même marié en prison, il s'est mis sur des sites de rencontres spécifiques pour les détenus, et beaucoup fantasment sur lui, ou même le glorifient, le voient comme une légende. Donc d'un côté, il lui donne satisfaction, il voulait être célèbre, il a réussi, alors qu'on aurait dû laisser ce tocard sombrer dans l'oubli. Il voulait être connu, il a utilisé la pire des manières pour le devenir, et le glorifier, c'est dans un sens, je trouve, lui donner raison sur ce qu'il a fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve complètement inacceptable. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires. C'est pas facile à faire, hein. Je pense que c'est une des vidéos les plus brouillons que j'ai pu faire parce que forcément, j'adore les animaux, j'ai mon chat. Donc, il y a un peu le côté émotionnel aussi qui rentre en jeu. Donc, je pense que je suis parfois un peu parti dans tous les sens. J'espère quand même que la vidéo est restée compréhensible. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça a été le cas ou pas. Si ça n'a pas été le cas, vraiment, je m'en excuse platement. J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai réussi à sensibiliser vraiment sur toute cette histoire, même si je pense que je suis pas la meilleure personne pour le faire. Mais si j'arrive à un petit peu apporter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas tenter le coup. J'espère en tout cas avoir bien fait les choses. Je vous laisse, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, malgré le fait qu'elle puisse être difficile à entendre. Vous avez aussi mon Instagram AkenTV juste ici. Ça, c'est surtout pour les histoires effrayantes que vous voulez me partager. Ou si vous souhaitez juste m'envoyer peut-être des recommandations de sujets, etc. ou me suivre tout simplement, c'est avec plaisir que je vous accueille là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous, je vous ai mis la pétition pour l'histoire des orang-outans dans la description si vous voulez faire un tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!